Bienvenue sur Good Visa, le podcast Voyage. Aujourd'hui, partez avec Delphine et Maxime. Ils ont décidé de tout quitter pour rejoindre le Japon par la voie terrestre avec leur 4x4. Le Kirghizistan s'est imposé comme un véritable coup de cœur sur leur chemin, puisqu'ils y ont déjà passé près de 8 mois. Ils vont vous partager leur passion pour cette culture nomade et les rencontres bouleversantes qu'ils ont faites. Cet épisode est une invitation à prendre le temps. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Delphine, bonjour Maxime. Salut Camille. Salut! Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Très bien. Ouais, ça va super. Content d'échanger avec toi. Pareillement, comme on le disait juste avant de commencer, ça fait des mois que j'espère pouvoir discuter avec vous, donc je suis vraiment super émue aussi qu'on puisse parler de toute votre aventure qui m'a beaucoup touchée. Donc avant qu'on se lance dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez bien vous présenter chacun avec vos propres mots et un petit exercice si vous pouvez essayer de décrire en quelques mots l'autre également. Waouh. Tu commences. Je commence. Ouais. Donc pour nous présenter tous les deux, je dirais qu'on est un couple déjà, ensemble depuis 8 ans. On vit de nos explorations et de nos reportages photos et vidéos. Ça fait environ 6 ans qu'on voyage, qu'on explore particulièrement l'Asie centrale. On est aujourd'hui, on vit de notre passion, la photo et la vidéo. On a créé notre entreprise tous les 2. On vit de ça depuis 5 ans et on est également ambassadeur Sony depuis plusieurs années. OK, donc moi, c'est Maxime, j'ai 33 ans et comme vient de dire Delphine, on travaille, dans l'image. Donc moi, j'ai un peu plus l'aspect, vidéo, Delphine un peu plus l'aspect photo, donc comme ça, on se complète, plutôt bien. Et si je devais décrire Delphine en quelques mots, je dirais que c'est quelqu'un de très passionné, très investi et très attentionné envers la personne, envers les personnes qu'elle aime. OK. Moi, je décrirais Maxime comme, quelqu'un de solaire. C'est quelqu'un qui va souvent avoir le sourire, plein d'énergie et qui va faire se sentir, bien les gens, on va dire. Et bah, je dirais je vais reprendre ces mots, mais c'est aussi quelqu'un de très attentionné envers, ses proches et les gens de manière générale. Super, merci pour cette petite intro et donc peut-être aussi nous en dire un petit peu plus sur votre projet depuis plusieurs mois, même années maintenant, de rejoindre le Japon depuis la France par la voie terrestre avec votre 4x4 cellule, votre petite maison. Est-ce que vous pouvez expliquer à l'audience en quelques mots ce projet incroyable ? Oui, on peut le dire, ça fait plusieurs années parce que ça fait actuellement 2 ans et demi qu'on vit à l'intérieur, mais ce projet, il a commencé il y a 4 ans parce qu'on a acheté ce 4x4 cellule, en 2021 et à l'époque, on pensait juste, l'aménager et partir un petit peu avec, le recustomiser à notre goût un peu et le rendre vraiment autonome pour pouvoir partir sur un plus long voyage. Mais il s'est avéré qu'en fait, ce 4x4 cellule, on l'a refait de A à Z parce que malheureusement, on a découvert plein de choses qui n'allaient pas à l'intérieur. Vraiment, bon, en gros, pour faire simple, il était un peu pourri, quoi et on pouvait pas y vivre à l'année et donc du coup, on a pris quasiment, presque 2 ans pour pouvoir, tout démolir d'abord et ensuite tout reconstruire à l'intérieur pour s'y sentir, bien, pour le faire à notre goût qui correspondent à nos besoins et surtout qui correspondent, au voyage qu'on voulait entreprendre, à savoir de la France jusqu'au Japon et donc voilà, on est parti, on a vécu dedans officiellement en juillet 2023 Ouais. et on est parti officiellement de France pour ce long voyage, après 6 mois en Europe, on est parti en mars 2024 pour ce grand périple, pour traverser toute l'Eurasie et tenter d'atteindre le Japon si on y arrive, si possible, avec voilà, comme on dit à tout le monde aussi, un fil conducteur d'avoir une philosophie de prendre le temps, de se laisser porter par les expériences, les rencontres, les galères qu'il y a au fil du chemin et surtout se dire que le Japon en soi, c'est juste un fil rouge, une destination qu'on a en tête, mais que ça peut prendre des années à Mmh. entre guillemets «à avoir» quoi, Ouais. à y arriver et surtout de profiter du chemin avant de profiter vraiment de la destination finale.
Ouais, pour résumer, on dit parfois que notre but, c'est d'atteindre le Japon, mais en mettant le plus de temps possible. Parce Ouais, que c'est un peu ça. plus on mettra du temps, plus ça veut dire qu'on aura eu envie d'approfondir, les choses et c'est vraiment notre but. Parce qu'en fait, ce trajet-là, le Japon, c'est pas une finalité, en soi. Le but, c'est évidemment toute, l'expérience qu'il y a sur ce trajet et ce Mmh. trajet, il regroupe, tout ce qu'on aime parce qu'on a découvert, vraiment le voyage longue durée, avec, la Mongolie notamment et depuis qu'on a découvert ce pays, il y a une sorte de une flamme qui s'est créée en nous et qui nous a plus jamais quittés, depuis et voilà, ça a déclenché une passion pour, Mmh. le voyage, la culture nomade, plus particulièrement et ce trajet de la France au Japon à la voie terrestre par la voie terrestre, c'est pour ça qu'il regroupe tout ce qu'on aime parce que ça nous fait notamment, traverser, toute l'Asie centrale, là où la culture nomade est encore, très présente et voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de partir pour, cette aventure. Et du coup, peut-être préciser ce nom, Entre 2 pôles, qui vient regrouper beaucoup de choses, j'imagine? Oui, carrément, mais ça regroupe, tout ça, toute cette vie qui est, articulée autour, du voyage et mais ce nom est un peu vieux, en fait. On Ouais, il a une petite histoire, il remonte à il y a 7 ans, Mmh mh. quand on partageait nos petites aventures au début, purement pyrénéennes, on va dire et Mmh. puis on s'est lancé dans un premier long voyage en sac à dos et on s'est dit: «Bon, bah, on va trouver un nom à partager, sur les réseaux sociaux», voilà, se regrouper sur une identité quoi, on va dire et on a réfléchi assez longtemps quand même pour se trouver un truc, bah, qui nous plaise, qui ait du sens ou autre et en fait, c'est venu naturellement parce que moi, à la base, je suis du nord de la France et Delphine du sud. Donc on s'est rencontrés, on était à l'opposé, du coup, les 2 pôles se sont rencontrés. Ensuite, l'attraction des pôles, tout ça, tu vois? Ça va hyper loin. Non, mais tout Et non, simplement que notre histoire, en fait, elle a commencé par déjà ces voyages du nord au sud de la France. Tous les week-ends, dès qu'on pouvait, on essayait de se rejoindre. c'est Donc ça, c'était tout le temps ces allers-retours nord-sud et évidemment, ça fait écho à à tout l'exploration, l'imaginaire à du voyage l'aventure. et de Ouais. l'exploration entre les pôles nord et sud, et à la totalité de la planète. Donc voilà. Et même, je me dis, en vous écoutant, c'est un petit peu aussi un écho entre, ces 2 pôles, enfin ces 2 destinations de partir de la France, cet objectif du Japon et au final, ce qui compte le plus, c'est ce qui va se passer, entre les 2. Enfin, voilà, j'aime bien avec vous, il y a souvent ce jeu de mots avec «entre 2», donc La petite cerise sur le gâteau, c'est vrai que du coup, ce nom, sans le faire exprès aussi, après maintenant, on se dit qu'on peut le décliner à plein de choses et ça, c'est trop bien. On aime bien faire des jeux de mots dessus, mais ouais, il peut être utilisable pour plein de conditions donc on aime bien, ouais. Entre 2 podcasts. Entre deux podcasts. aussi. Aujourd'hui, on va parler d'un pays en particulier parce que donc on ressent déjà votre amour pour cette Asie centrale. Là, dans votre itinéraire, si on récap un petit peu, donc vous êtes passé par l'Europe, vous avez passé beaucoup de temps en Turquie, beaucoup de temps en Géorgie aussi, un de vos gros coups de cœur. Et là, encore une fois, je vais inviter tout au long de cet épisode les auditeurs à aller voir vos vidéos sur YouTube, votre compte Instagram avec toutes ces photos, toutes ces vidéos. Et il y avait cette vidéo en Géorgie m'a beaucoup marqué où vous nous racontez une expérience assez incroyable. Je fais un petit peu de teasing. Ensuite, vous êtes passé un petit peu par la Russie et donc c'est arrivé en Asie centrale. Et là, aujourd'hui, on va parler du Kirghizistan parce que c'est un de vos pays coup de cœur aussi. Et vous avez passé énormément de temps là-bas. Vous y avez passé plus de 7 mois cumulés. Donc, on va parler de cette destination aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que le Kirghizistan, on va peut-être l'appeler Kirghi pendant toute l'interview, pourquoi le Kirghi vous fascinait autant? Je pense que j'ai un petit peu introduit, la question sans le vouloir, précédemment en parlant de la Mongolie. Tout ce projet, il a été créé par, cette envie d'approfondir tout ce qui était en rapport avec, la culture nomade et quand on a voulu approfondir ça et bien, on a très vite entendu parler du Kirghizistan et quand j'ai entendu parler de ce petit pays en Asie centrale où là-bas aussi, il y avait des nomades, mais leurs yourtes sont un petit peu différentes et il y a beaucoup de montagnes. Donc moi, il m'en a clairement pas fallu plus pour que je fonce dedans et que voilà, je commence les recherches et que je motive, Maxime à vouloir y aller. Ça non plus, ça n'a clairement pas pris de temps, mais voilà, notre connaissance du Kirghizistan a commencé comme ça et Et l'itinéraire s'est dessiné, c'est vrai, autour de ce petit pays, d'Asie centrale. Quand tu vois les géants qu'on devait traverser, Kazakhstan, Mongolie, Russie, ce petit pays-là, il est au milieu de la carte et c'est quasiment le milieu, géographique presque de l'itinéraire et on s'est dit qu'on allait ouais. articuler beaucoup de temps parce qu'on savait qu'il était petit, mais qu'il avait Mmh. beaucoup de choses à donner et à explorer surtout. Ouais. Donc on l'avait bien entre guillemets «en tête» et voilà, quand on y est arrivé, c'était une sorte un peu de pas de libération, mais je le disais juste avant, on a eu 2 années un peu de galère avec cette reconstruction du véhicule et de l'amener jusque-là,
Bah, voilà, c'était, un peu une Ça part consécration d'arriver à vite. Bichkek et de se dire, «On y est, ça y est, maintenant, il est en Asie centrale et on peut faire ce qu'on veut parce qu'il est là et que nous aussi on est là» et que voilà, c'est le début d'un nouveau très gros chapitre. Ouais, on s'est dit: «Tout ce qu'il y aura après, ce sera Ouais que du bonus». et pour l'instant, on s'est pas trompé, là-dessus. Et peut-être pour aider l'audience à resituer, donc le Kirghizistan, c'est en Asie centrale, c'est entre le Kazakhstan, la Chine, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Donc comme tu le disais Maxime, le Kirghizistan, c'est 3 fois plus petit que la France, 7 millions d'habitants et tu le précises aussi Delphine dans vos vidéos, en fait, il y a 90 de ce pays qui est au-dessus de 1 500 mètres d'altitude et 40 du pays qui, en fait, est à plus de 3 000 mètres d'altitude. Donc là, vous êtes vraiment dans un pays de montagne qui est très marqué par sa culture avec l'indépendance en 1991, donc l'ex-URSS. Et comme tu l'expliquais, il y a cette culture nomade dans ce pays qui est extrêmement importante avec seulement 30 de la population qui est complètement sédentarisée. Et donc là, on va peut-être aborder quelques notions qui caractérisent vraiment ce pays. J'avais en tête, par exemple, leur amour pour les chevaux, parce que là-bas, le cheval est vraiment un animal sacré. Et c'est un animal qu'on retrouve aussi beaucoup dans toutes vos aventures, parce que donc en Géorgie, vous avez fait beaucoup de randonnées à cheval, beaucoup d'expéditions. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de voilà, comment ça s'est passé au Kirghizistan parce que forcément, vous vous êtes dit, on va vouloir faire des randonnées à cheval. Ouais, c'est de l'animal vraiment indissociable, du peuple kirghize et du coup, on va être honnête, il y a encore, quelques mois, quelques années, on était quand même encore assez débutants à cheval, Mmh. mais on a toujours eu cette enfin, surtout Delphine avant, elle en faisait un petit un peu d'équitation, mais cette fascination pour cet animal, pour sa bravoure, sa loyauté, son travail de sable qu'il effectue, vraiment encore plus dans ces pays d'Asie centrale et du coup, on s'était dit: «Le kirghize, c'est obligé». On apprend justement à connaître encore plus ces animaux, à en savoir un peu plus sur eux, sur comment les apprivoiser, les dresser, monter dessus, bref et bah, on a commencé doucement avec des petites règles de 1 jour, puis 2 jours, on a fait après 3 jours aussi et puis, bah, voilà, c'est venu un peu en cet amour il a fait que grandir en fait avec des treks de plus en plus longs et surtout on a rencontré pas mal de familles d'éleveurs et en fait là-bas, c'est tout simple. Quand tu rencontres des éleveurs, c'est quasiment automatique, ils partagent ce qu'ils ont, ce qu'ils savent donc ils partagent forcément leurs chevaux. Ils te demandent si tu veux un peu monter, ouais, si tu veux faire quelques trucs avec eux et tout donc bah, des fois, on a juste pas le choix, on se gare et il y a des Mmh. chevaux, il y a des nomades et on va les voir et on monte à cheval ou autre donc voilà, ça a grandi à tel point que maintenant, voilà, on rêve pourquoi pas d'expédition à cheval, en solitaire, rien que tous les 2. Et tu disais même, Delphine, dans une de vos vidéos que c'est un petit peu une prolongation d'eux-mêmes. En fait, ces chevaux, il y a même cette expression des ailes des Kirghizes. Oui, c'est ça, j'ai pensé directement à cette expression quand tu as abordé ce thème du cheval je l'aime beaucoup parce que déjà elle est jolie, mais aussi, elle est vraie et après ces presque 8 mois passés au Kirghizistan, en fait, on peut que le constater. On dit là-bas que les chevaux sont les ailes des Kirghizes et c'est tellement vrai parce qu'ils vivent avec eux, ils font énormément de choses avec eux et dès qu'ils peuvent, en fait, ils grimpent sur leur cheval et à partir du moment où ils grimpent dessus, ils deviennent, comme autre chose. Ils sont une prolongation d'eux-mêmes. Ils sont eux, mais en mieux, parce qu'ils peuvent faire plus de choses, plus vite, et on voit que ça fait partie d'eux, en fait. Mmh. C'est ça et l'expression le montre bien, en parlant des ailes parce que c'est juste quelque chose qui fait partie d'eux et qui leur permet d'être, quelque chose de plus grand. Et même les enfants aussi apprennent à monter à cheval très tôt, il me semble. Ah Ouais, oui. ah ouais, très, très tôt, bah, c'est Ils sont posés sur les chevaux, à 2 ans, ils ils sont peuvent devant. venir assis tout seuls, voilà, ils sont posés sur la selle, ils partent, s'ils ont envie de partir. C'est assez impressionnant forcément pour nous, vu avec, nos yeux d'Européens. Quand on voit un tout petit, il avait quel âge, Eran? Aran, il avait 5 ans. 5 ans et il maîtrise, son cheval comme un cavalier professionnel, mais non seulement il monte, mais aussi c'est lui qui s'occupe, du troupeau Mmh. et le troupeau, c'est une centaine de brebis et les parents, ils lui disent: «Eran, là, les brebis, ça fait trop longtemps qu'elles sont toutes seules, ramène-les à la maison» et il part, il fait son petit marchepied, il grimpe sur son cheval et il va chercher les brebis. Ouais, Voilà, c'est 5 ans. impressionnant. Et en fait, j'ai plongé direct sur cet élément des chevaux, mais peut-être parler quand même des paysages du Kirghizistan, parce que quand vous êtes arrivé, tu le disais Maxime, voilà, il y avait eu beaucoup de préparation pour ce 4x4 cellules, votre maison, mais en fait, quand vous êtes arrivé au Kirghizistan, vous vous êtes dit, ok,
tout prend sens, devant ces paysages. Donc est-ce que vous pouvez essayer de décrire un petit peu à l'audience, parce qu'ils sont tellement variés ces paysages, mais vous quand vous pensez à ce pays, c'est quoi les premières images qui viennent en tête, par exemple? C'est les montagnes. Le Kirghizistan, C'est les c'est un pays de haute montagne. Tout simplement, il a une topographie, très marquée. En fait, il y a 2 bassins autour de 2 villes, voilà, qui sont, des 2 vallées en plus basse altitude, mais sinon ça se résume à, des montagnes, et leurs vallées et effectivement, les paysages du Kirghizistan, c'est des paysages, grandioses, mais surtout c'est des paysages variés. C'est incroyablement varié et en fait, la variété est d'autant plus impressionnante que, comme tu l'as rappelé, c'est un pays 3 fois plus petit que la France, mais tu trouves, des canyons, rouges, et pas, je veux dire, pas sur, 1 kilomètre, d'étendue, quoi. C'est des paysages immenses, genre des canyons rouges comme aux États-Unis. Tu as le lac Issyk-Kul qui est une véritable mer intérieure. Quand tu es au bord, tu vois pas le bout, donc tu as l'impression d'être au bord de la mer. Tu as des glaciers, tu as des vallées, super, verdoyantes avec des cascades, des ruisseaux, des grandes montagnes. C'est tout le temps ça, en fait. C'est tout le temps une alternance, soit de paysages, semi-désertiques parfois ou de canyons rouges ou de vallées vertes. ouais, C'est c'est fascinant à voir et à chaque fois qu'on part pour faire un trajet au Kirghizistan, on sait qu'on va avoir, cette mosaïque de paysages différents et le trajet est toujours, une aventure, en lui-même. et pour le coup, c'est vrai que tu disais quelle image on avait juste avant. Moi, clairement, j'avais imaginé des hautes montagnes avec, du blanc et du vert, en gros, des glaciers et des forêts de pin, quoi. Mais en arrivant au Kirghizistan, franchement, on a été, enfin, moi personnellement, j'étais vraiment bluffé parce que tout ce que vient de dire Delphine, à savoir tous les canyons, tous les lacs d'altitude, parce qu'on n'en parle pas, mais genre le lac d'altitude, quand on voit Son Cool, par exemple, qui est perché à 3000 mètres, qui fait des dizaines de kilomètres de diamètre, c'est fou d'avoir cette étendue d'eau aussi haute. On est à 3000 mètres Mmh. d'altitude et on y est. Et enfin voilà, et même en venant des Pyrénées, franchement, c'est très très prenant, c'est très très beau. C'est une autre dimension, oui. Et en plus, tu rajoutes à ça, dans ces grands espaces, tu rajoutes des troupeaux de chevaux qui galopent, les moutons, les yaks, il y a des chameaux également. Enfin, voilà, ça donne quelque chose d'assez magique dans un Ouais. truc qui est très concentré. Donc forcément, c'est beau, c'est grand et ça fait vraiment vibrer à chaque fois que tu découvres une nouvelle région. Ouais. Et je le vois, ne serait-ce que là, rien que d'en parler, il y a vos yeux pétillent, rien que d'évoquer ces paysages et encore une fois, je me répète, mais que vraiment tous les auditeurs, auditrices aillent voir votre compte parce que vous faites des plans juste sublimes, que ça soit dans les photos, dans les vidéos, parce que vous avez aussi des plans en drone qui sont juste mais incroyables et on reste scotché devant ces paysages et aussi justement, vous avez voulu expérimenter le kirghi sous toutes les saisons parce qu'au final, vous avez passé quelques mois en été, quelques mois en hiver, quelques mois au printemps et donc vous avez pu voir ces paysages évoluer en plus. Ouais, carrément. En plus, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on a un rythme de voyage qui est assez lent. Parce que tu l'as dit, on a passé un peu plus de 7 mois, mais rien qu'en ces 7 mois, on n'a pas tout vu on est encore très loin même d'avoir tout vu du Mmh. Kirghizistan. Donc voilà, on a une approche qui est très lente, très douce. Et c'est vrai que chaque région, on tente de l'expérimenter, si possible très lentement et si possible à plusieurs saisons. Et ça a été le cas, sur le Kirghiz pour, plusieurs régions parce que comme le Kirghiz, par exemple, en hiver, c'est quand même assez compliqué sur certains accès ou autres. Mais voilà, c'est la volonté que quand on aime un endroit, on se dit: «On veut pas aller plus loin, on se sent bien» et ben, ce qu'on veut faire, c'est l'expérimenter encore plus dans sa totalité et c'est vraiment quelque chose qu'on aime faire parce qu'être revenu à des pays, à des saisons qui ne sont, par exemple, pas touristiques ou alors beaucoup moins touristiques, on a une approche des paysages qui est différente et on a une approche avec les gens qui est totalement différente aussi et c'est un peu ce qu'on recherche sur le hors saison. Donc le Kirguis, on l'a vu au printemps, en été, en hiver et on a eu un tout petit bout, d'automne, mais c'est pareil, l'automne, il faut aussi qu'on aille le chercher. On l'a pas encore, vraiment expérimenté, mais voilà. Et justement, tu parles de rencontres. Là, j'aimerais bien qu'on maintenant qu'on a situé un petit peu le cadre, si l'audience arrive à se projeter dans ces paysages, un élément fondamental du kirghi, ça a été forcément les rencontres. Peut-être une petite introduction, d'expliquer aussi, en fait, que vos rencontres au kirghi
sont juste incroyables et il y en a constamment et en fait, des fois, ça part de tellement peu de choses où en fait, faut que l'audience vous imagine, voilà, avec votre 4x4 cellule, vous vous posez, dans un coin dans la nature où il y a personne et par exemple, une des premières rencontres qui m'a beaucoup touchée, c'est vous avez Nikolai, cet apiculteur qui un jour, vient vous voir alors que vous êtes, posés tranquillement au milieu de nulle part. Ouais, mais cette, rencontre, elle illustre, bien, comment on va dire? L'état d'esprit ou juste la façon de vivre ou de percevoir les choses, des gens, là-bas. Donc on était avec notre 4x4 et il y avait un champ, au pied des montagnes magnifique, plein de fleurs et nous, on se met là et c'est vrai qu'on a toujours ce réflexe quand on s'arrête quelque part de dire: «Bon, ben, j'espère qu'on va déranger personne, j'espère que c'est un endroit où on a le droit de rester», voilà, il y a toujours ces petites questions et donc on s'arrête et au bout de 5 minutes, 10 minutes, même pas, on voit un monsieur arriver au loin, droit vers nous. La première chose qu'on se dit, c'est: «Mince, on est dans son champ et on le dérange et il va venir nous dire que qu'on n'a pas le droit de rester là». Et en fait, il se passe totalement l'inverse. L'inverse, pas dans le sens où c'est pas son champ, parce qu'effectivement, c'est un petit peu à lui, parce qu'en fait, Nikolai, il est chargé c'est le gardien des abeilles. C'est le gardien des ruches et en fait, il surveille ce champ et il veille aux ruches et aux abeilles à ce que tout se passe bien. Sauf qu'il nous dit pas que c'est pas bien qu'on soit là. Il nous dit qu'il est très content qu'on soit là parce que, cet endroit, ce bout de nature, c'est un peu chez lui et qu'il est très heureux d'avoir des visiteurs et à partir de là, donc il faut savoir qu'il nous dit tout ça, mais quand même il nous parle russe. Nicolas, pas kirghize, il nous parle russe. Donc on arrive à se comprendre parce qu'avec, nos quelques mots de russe et surtout les gestes et en essayant un petit peu de faire marcher un traducteur, tout ça. Donc voilà, on comprend tout ça et à partir de ce moment-là, il va toujours nous rendre des visites quotidiennes et il va veiller sur nous, comme un père, veillerait sur, ses enfants venus à la maison. Il va nous apporter, des fleurs qu'il a fait sécher pour, faire des infusions. Il va nous faire goûter son miel et tous les jours, il viendra nous dire un bonjour et nous demander si on a besoin de rien et si tout va bien. Effectivement, j'ai l'impression que ça représente bien toutes ces rencontres au Kirghizstan parce qu'en fait, vous partagez souvent sur les réseaux que, bah, des fois, juste une famille, vient vous voir, vous propose le thé et en fait, 2 jours après, vous êtes encore avec cette famille parce que vous avez enchaîné, les nombreux repas. Ils sont vraiment dans cette hospitalité, sans fin, en fait. Ouais, on reçoit énormément de bienveillance. Et ça va un peu dans le sens de ce qu'on te disait juste avant par rapport au voyage, lent et entre guillemets «doux» au niveau du temps. C'est qu'on se met pas de pression de temps parce qu'on veut dire oui à ces moments-là. On Mmh. veut dire oui aux gens qui nous invitent pour boire un bol de thé et pas juste être dans un sightseeing du pays, de se dire: «Après il faut qu'on parte, il faut qu'on enchaîne Mmh. avec autre chose» et c'est clairement ça le but de ce voyage aussi qu'on disait au début, c'est de prendre le temps parce qu'on veut vivre ces expériences, parce qu'on veut s'imprégner des pays où on passe et des gens qui y vivent donc voilà, on essaie de dire oui au maximum de gens qui nous invitent. Par contre, il faut savoir que c'est très souvent. Un 4x4 cellules au Kirghizistan, c'est pas souvent, pas tout le temps. Donc les gens, forcément, quand tu es dans des régions qui sont vraiment très peu touristiques, ils viennent forcément te voir. Même des fois, tu penses être au milieu de nulle part et être tout seul, il y a toujours un berger qui vient frapper. Mais c'est souvent de la bienveillance et oui, ces moments-là, on les aime beaucoup parce que c'est même si on se comprend pas, il y a des gestes et des états d'esprit qui, eux, ne trahissent pas et donc voilà, ça fait toujours du bien et toujours plaisir d'être, au Kirghiz pour ces petits moments et je crois qu'on se lasse pas d'aller sous les yourtes, prendre un bol de thé, bien chaud. Et c'est vrai que les yourtes, on en a pas parlé, mais c'est encore une fois un élément qui caractérise, forcément ce pays. Ou même peut-être Delphine, tu pourrais nous expliquer que c'est même très lié à leur drapeau, en fait? Carrément. Ouais, le Kirghizistan, on disait que c'était un des pays d'Asie centrale où la culture nomade était, encore le plus présente et ça s'illustre, totalement avec son drapeau parce que le symbole qu'il y a au centre du drapeau du Kirghizistan, c'est le Tiunduk et le Tiunduk, c'est ce cercle de bois, pour, faire simple, qui maintient les yourtes, qui est au centre, du toit de la yourte et voilà, qui maintient, toute la structure. Il a une forme et des motifs croisés, bien particulières et le drapeau du Kirghizistan, reprend ce Tiunduk.
Et on va revenir un petit peu, plus tard là-dessus, mais maintenant j'ai l'impression que vous êtes devenus des experts, en yourtes, mais je garde ça pour plus tard. Et là, dans les rencontres, il y en a une autre, qui a été assez, marquante dans votre histoire, qui a commencé par l'histoire d'un pneu crevé. Qui veut bien nous raconter cette anecdote qui a été le départ d'une très belle histoire? Mais moi, je veux bien raconter parce que, bah, ouais, cette rencontre, elle est juste, trop bien et hyper symbolique pour plein de choses. Et pour le coup, souvent, on dit qu'on est perdu et que, voilà, il y a des gens qui viennent de nulle part et tout. Et là, pour le coup, non, on était sur un itinéraire qui est très fréquenté par les, touristes, enfin, les étrangers ou les locaux. C'est une des pistes qui mène au lac, Songkhul. Et sur cette piste qui est assez caouteuse, et cette piste qui est assez, fréquentée, elle est quand même, réservée à certains types de véhicules normalement, mais les gens y vont avec leur petite, Prius ou leur petite voiture de tous les jours et donc souvent on croise des gens qui crèvent des pneus sur cette route parce que, voilà, ça reste une piste quand même. C'est pas une, je dis route, mais c'est juste une piste de sable et de terre et de cailloux qui mène là-haut et sur cette route justement, qui mène à quand même plus de 3 200 mètres pour certains passes, voire même 3 300 mètres. Bah, là, arrivé à ce pass, à un de ces passes, on a vu une voiture qui était mobilisée avec 2 gens qui essayaient de regonfler un pneu et dans notre 4x4, on a de quoi réparer pour ce genre de choses, à savoir, mettre des mèches, on a un compresseur. Donc bah, dès qu'on voit quelqu'un qui s'arrête sur le bord de la route, bah, on essaie de les aider et encore plus, voilà, avec cette relation qu'on a avec les Kirghizes maintenant qui nous donnent beaucoup, sans qu'on demande rien du tout. Bah, souvent, c'est à nous aussi de rendre un petit peu tout ça et de pouvoir leur donner sans qu'ils aient à demander quelque chose. Donc en gros, on s'est garé, on a été les voir, vous avez un pneu crevé, OK, on va réparer ça. Ça s'est réparé, ils ont pu aller jusqu'à Songkhul, c'est là où était, prévue leur destination parce qu'ils venaient de Bichkek, de la capitale. Ils allaient voir de la famille, au lac et Mmh enfin, mh. ils ont des oncles et des tantes qui sont éleveurs là-bas et donc pour nous remercier, ils nous ont dit en gros, bah, merci beaucoup, ce geste, il est, vraiment adorable. Si vous voulez, suivez-nous et à Songkhul, on vous invite à passer du temps avec nous, notre famille et nos oncles et tantes qui ont des yourtes, vous allez Mmh. voir, c'est magnifique là-bas et nous, c'était la première fois où on y allait et c'était Ouais, clairement un des highlights un peu ouais. de C'était notre un séjour. rêve, ouais, C'était un de rêve découvrir cet endroit, c'était un rêve. On savait pas encore ce qui nous attendait ouais. et avant même d'y arriver, on tombe sur cette famille, on les aide et ils nous disent, «Venez, suivez-nous, on a des yourtes là-bas, venez avec nous» et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que, on a une vidéo où on l'a enregistrée et c'est même pas après qu'on ait réussi à regonfler leurs pneus et qu'ils ont pu partir qu'ils nous ont proposé ça. C'est à partir du moment où on a proposé leur aide. Maxime était en train d'aller chercher le compresseur, tout ça, et on entend la maman de la famille dire: «Il faut qu'on les invite à la maison, il faut qu'on les invite à la maison pour leur dire merci». On n'a encore rien fait et on l'entend en kirghize dire ça et c'est quand même fou et dans la vidéo, quand on se l'est repassé et qu'on l'a entendu, parce qu'après on a regardé, c'est du coup un reportage qu'on a fait, on l'a regardé avec cette famille et sa fille a éclaté de rire et elle nous a dit: «Mais maman, elle est en train de vous proposer de venir alors que ça fait à peine 2 minutes que vous nous avez parlé». Voilà, je trouve que c'est assez représentatif aussi de l'esprit qu'il y a là-bas. Et donc cette histoire, elle est dingue, mais elle est un peu longue, donc je vais essayer de faire court. Mais on a réparé ce pneu, on a passé du temps avec eux sur Soundcool. Par chance, les enfants, qui étaient adolescents, ils parlent anglais, donc on Oui. a pu vachement, bien communiquer avec les parents et les tantes, tontons, grands-parents qui, eux, sont kirghizes, qui parlent que kirghize. Donc on a vécu, quelques jours sur place à Soundcool avec des familles de bergers, à juste voir leur quotidien, voir comment ça fonctionne, avoir des voilà, juste à être en immersion avec Mmh. eux et clairement ça a été, vraiment incroyable. Et quand on a clôturé ces moments de partage, tous ensemble, ils nous ont dit: «Par contre, il faut qu'on se revoie, il faut que vous veniez à Bichkek chez nous maintenant». On a dit: «D'accord» et du coup, tout à l'heure, on disait qu'on était venu en hiver et on est revenu cet hiver, on est revenu à Bichkek et on leur a proposé de pouvoir, pourquoi pas passer Noël ensemble. On s'est dit on était là vers, fin décembre, on s'est dit: «OK, vous savez quoi? Nous, en France, le 24-25, on fait des grandes célébrations pour Noël, donc est-ce que vous, ça vous dit de partager ce moment-là ensemble?» Ils nous ont dit: «Oui, pas de problème, venez à la maison et tout». Et voilà et en fait, ce qu'on savait pas, c'est qu'à ce moment-là, ils ont encore prouvé leur générosité parce qu'ils nous ont fait une table grandiose, magnifique avec des plats kirghizes. Ils ont aussi essayé de faire des plats, on va dire plus Ouais. traditionnels, américains, européens, avec une dinde, avec une bûche de Noël, tout ça. Enfin bref, ils ont essayé de faire un truc vraiment bien parce qu'on était un peu leurs invités et nous, de notre côté, on leur a fait des cadeaux en leur imprimant des photos qu'on avait prises à Sonkoul, qu'on avait prises avec eux. Donc c'était un échange mutuel qui s'est juste fait naturellement et en fait, c'est le genre de moment où j'en reparle, j'ai un peu des frissons parce que c'était juste, des moments tout simplement tout simples, humains et pour les gens, ça peut paraître incroyable ou autre, mais je sais pas comment dire, c'était juste humain et nous, ce qu'on a vécu, c'est juste des amis qui se sont revus, mais
c'est sûr qu'à l'autre bout du monde un petit peu ça paraît, ça donne une autre dimension et donc voilà, on était hyper heureux et on a revu ces gens, on a passé Noël ensemble et Ouais. pour tout vous dire, la mèche qui est dans le pneu de cette voiture, elle y est encore même 2 ans après, donc ils nous remerciaient aussi de pas avoir changé de pneu, que la mèche, c'était quand même une solution, incroyable pour réparer un pneu. On s'en parle à chaque fois. D'ailleurs, on lui a offert un kit de mèche pour Noël aussi. Il était content, il était hyper content. Mais oui, et même moi, connaissant l'histoire, tu la racontes à nouveau, genre, pareil, j'ai la chair de poule aussi parce qu'en fait, on se dit c'est juste, et j'ai l'impression il y a plus du tout de barrière, en fait. C'est que dès les premières minutes, comme tu le rappelles Delphine, en fait, c'est une évidence qu'ils vont vous accueillir. Il y a même pas de: «C'est une autre culture, on les connaît pas». Même vous, j'ai l'impression vous vous êtes même pas dit: «On n'a pas confiance, on les connaît pas». Non, en fait, il y a plus tout ça et Mmh. même, en fait, dès les premières nuits parce que donc je mettrai le lien de la vidéo où vous racontez tout cet épisode, mais vous allez découvrir plein de membres de la famille, vous allez dormir dans plusieurs yourtes et en fait, donc une yourte, c'est juste une seule pièce, c'est juste, la yourte Oui. et en fait, elle dit: «Beh, voilà, vous faites partie de la famille parce qu'il y a toutes les couchettes, vous dormez, tous ensemble et on sent vraiment que vous faites partie de la famille, en fait». Ouais, ça c'était la meilleure nuit de notre vie, je crois. On était dans la yourte, déjà on se sentait très honorés parce que c'est une yourte particulièrement belle Mmh. et vieille aussi. C'est les grands-parents qui l'ont construite de leurs mains. Tous les tissus sont cousus à la main. C'est la grand-mère qui a tout fait, les tapis, tout est magnifique et on sent que pour eux, elle a beaucoup de valeur aussi. C'est l'endroit où se réunit la famille, tous les ans et donc on est invités dans cette yourte et oui, on dort tous ensemble, sur le sol parce que c'est comme ça qu'ils dorment et il y a le papa qui ronfle et il y a la petite qui pleurniche et voilà, mais en fait, il y avait une tellement bonne atmosphère. Tout le monde était tellement heureux, réciproquement d'être tous ensemble que je sais pas, ça se ressent en fait et ça la yourte elle est baignée de tout ça et en fait on a passé une nuit, excellente. On a vraiment trop bien dormi et voilà et le matin le bonheur de tous se réveiller ensemble, Ouais. en se disant, «Bah, aujourd'hui c'est juste une nouvelle journée qu'on va passer ensemble. On sait pas ce qu'on va faire, mais C'est on va ça. être ensemble et ça va être bien». Et on pourrait peut-être parler un petit peu de gastronomie, de la culture, kirghize parce que ça aussi c'est ça c'est quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous parler par exemple de la boisson, typique du Kirghizistan? Ouais, mais on en a bu des litres d'ailleurs pendant les Bah oui, plusieurs jours qu'on a passé avec eux. toi, tu aimes bien aussi. Oui, alors, moi j'ai pas le mérite parce que j'aime bien cette boisson. Tu veux le décrire toi peut-être? C'est vrai que c'est un peu particulier, donc c'est le coumys, qui est du lait de jument fermenté, mais la fermentation, des fois, selon les familles et comment c'est fait, a plusieurs grades. Je Donc, suis moins forte. faut imaginer un lait qui est, voilà, qui a fermenté, donc qui est un tout petit peu pétillant, qui est légèrement alcoolisé. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une boisson pour eux qui est, en plus d'un côté qui leur plaît niveau gustativement et tout, qui a beaucoup de bénéfices pour le corps humain. C'est quelque chose que quand on offre, du coumys à un invité, c'est un signe aussi de respect parce que c'est une boisson Oui, surtout qui est que là c'est une famille, de nomades, d'éleveurs et que mmh, c'est leur coumys, c'est c'est eux leur qui coumys. le font. Donc voilà, c'est vraiment leur boisson favorite C'est et ça. les Kirghizes sont fans de ça et ils boivent ça et ils en boivent des litres et ils sont là avec leur bol comme des enfants qui boiraient leur chocolat chaud. C'est assez impressionnant, c'est très drôle à voir Surtout le matin au petit et à déjeuner. toute heure, évidemment, ouais. C'est vrai que souvent la première gorgée de coumys s'accompagne d'une légère petite grimace, mais vraiment toute légère. Oui, puis en plus vous êtes invités donc j'imagine que il y a juste pas de débat en fait, c'est ils vous offrent, ça donc voilà, vous Ouais et puis eux, ils sont si heureux quand ils nous voient en boire et ils nous disent: «Tu vu comme c'est bon? T'as vu comme c'est bon?» Puis en plus, pour eux, ça a beaucoup de vertus. Ils nous disent, si tu veux passer l'hiver sans être malade, il faut beaucoup en boire, ça va renforcer ton système immunitaire, c'est très, très bon pour la santé». Donc voilà, puis eux, ils prennent tellement de plaisir quand ils le boivent. Je Ouais. crois que c'est à cause de eux, en fait, que moi j'aime ça. Je les vois tellement aimer ça que je me dis: en fait, Mmh. c'est bon, c'est pas autre chose» et maintenant j'adore ça aussi. Des litres maintenant. et après c'est pour le reste, de la nourriture kirghize, vous la décririez comment? Alors, la nourriture kirghize,
Elle a des super côtés, dans le Ouais. sens où il y a des saveurs qu'on a vraiment pas par chez nous ou autre. C'est vraiment des plats qui sont typiques, mais alors c'est des plats qui peuvent vraiment se décrire à, on va dire, à toute l'Asie centrale parce que tu Oui. retrouves vraiment, les mêmes plats, que ce soit au Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, mais faits à des façons différentes, avec des ingrédients différents en fonction des ressources de chaque pays. Par exemple, pour faire simple, l'Ouzbékistan a une un peu meilleure cuisine, on va dire, que d'Asie centrale parce qu'ils ont peut-être plus de richesse en termes C'est plus de élaboré, culture ou il y a autre. des épices Mais le et Kirghiz, se résume quand même beaucoup à la viande, principalement au mouton, qui est élevé vraiment partout, au Kirghiz. Et après ça s'accompagne de légumes par-ci par-là avec, voilà, en fonction des plats, des carottes, des pommes de terre, des oignons, tout mmh. ça, tomates, Alors concombres en fonction des saisons. la viande peut être mangée en ravioles aussi. C'est vrai que c'est, de la viande majoritairement Ouais, et je dirais que c'est une cuisine qui reste assez simple ouais. parce qu'ils font avec, ce qu'ils ont et les légumes qu'ils ont, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est beaucoup de montagnes donc sur 90 du pays, il y a pas de champs, cultivables, on va dire, où tu peux en tirer beaucoup de légumes. Par contre, ils ont, voilà, 2 bassins un petit peu autour de 2 grandes villes où là, c'est un peu plus cultivé, mais c'est pour ça que les légumes restent quand même minoritaires. Et là, on parle de l'alimentation des gens plutôt dans les vallées ou en ville. Mais après, à savoir que pour les nomades vraiment qui sont avec leurs troupeaux et leur yourte et dans la montagne, c'est de la viande et les produits laitiers. Et les légumes, justement, c'est très, très précieux. Et d'ailleurs, s'il y a les familles qui viennent de Bichkek pour rendre visite aux tontons et tatis nomades, en général, ce qu'ils amènent, c'est des fruits et des légumes. Et il faut savoir aussi que le lait est tourné sous beaucoup de formes, que Ouais. ce soit enfin, le lait de vache, principalement, mais le lait de vache est tourné vraiment sur, des formes, très diverses de crème, de beurre. Ils en tirent plus I d'une centaine de produits différents, juste c'est du lait. Ouais. Ils le font sécher, ils le font sous forme de beurre, de crème, ils en font des gâteaux, ils en font c'est une farandole de produits laitiers qu'ils consomment au quotidien. Mais si quelqu'un vient au Kirghizistan, il faut absolument qu'il goûte les borsoks. Moi, c'est mon petit, péché mignon un peu là-bas, c'est les petits borsoks trempés dans le kaymak et la crème fraîche, locale, et ça, c'est juste un peu chaud là, c'est trop, trop bon. Et c'est aussi très ritualisé, j'ai l'impression. Enfin, il y a beaucoup de rituels, rattachés au repas ou par exemple, quand vous êtes dans cette famille, il y a tout un tout un tas de rituels pour, bénir la nourriture, pour, respecter les invités, à qui on va donner en premier pour le plat. Je pense à cette tête de mouton qui arrive, sur la table où on offre à Maxime, la grosse cuisse, où c'est vrai que c'est peut-être un petit peu, différent de ce à quoi on est habitué. Donc j'imagine que les premières fois, ça doit peut-être, surprendre un petit peu? Ouais, c'est sûr, c'est pas du tout les mêmes habitudes que ce qu'on connaît nous en France ou même en Europe. Déjà, ils tuent eux-mêmes, leurs animaux et d'ailleurs les animaux ne sont pas tués, ils sont toujours, sacrifiés. Il y a toujours un rituel, il y a toujours, des remerciements pour, l'animal et la viande, qu'il donne et ensuite, effectivement, il n'est pas distribué, n'importe comment. C'est même très ritualisé, je dirais. Chaque partie de l'animal va à une personne, particulière. Donc, il y a les parties de l'animal qui sont toujours réservées aux plus âgés de la famille. Et ensuite, il y a les parties de l'animal qui vont être réservées aux invités. Et bien sûr, c'est les parties, d'honneur. Donc, Maxime avait eu le gros os, de la cuisse qui est considéré comme une des meilleures parties. Et en dehors de la viande, il y a, tout ce qui est, viscères, entrailles et cetera et cetera. Je connais pas du tout tous les termes parce que je ne mange pas du tout ça habituellement. Mais eux, c'est des parties vraiment très, très réputées qu'ils adorent. Donc, tout ce qui est, viscères, ils le mettent, séparément. Ils mettent tout dans une assiette, ils coupent tout en petits morceaux et cette assiette, elle passe au début, du repas, entre, les mains de tout le monde et des invités en premier. Et donc, tu es, fortement invité à choisir les morceaux de ton choix. Voilà et c'est pareil avec, la tête du mouton. La tête, c'est pareil, c'est un morceau, prestigieux Ouais. du mouton et donc la tête, est cuite et présentée sur une assiette et cette assiette, pareil, passe dans les mains, par ordre d'honneur, Mmh. on va dire et tu choisis le morceau que tu veux. Et après, pour compléter ce que tu viens de dire, c'est que aussi à chaque souvent en fin de repas, il y a aussi une prière, qui est dite, le Mmh. Homin. Et souvent, voilà, c'est souvent l'invité qui le fait. Alors c'est aussi souvent, tout le temps un homme.
et voilà, un invité qui dit cette prière, qui remercie, voilà, ce moment passé ensemble, qui souhaite souvent, le meilleur pour la famille qui vient de recevoir, la famille d'éleveurs, voilà, qu'ils puissent prospérer et tout, et aussi pour préciser que quand il y a un sacrifice d'un animal, ils conservent vraiment toutes les parties et ils essaient d'en tirer au maximum de chaque partie de l'animal. Donc voilà, par exemple, la peau ne sera jamais juste jetée, elle devra forcément recevoir quelque chose derrière, soit être revendue Il y a absolument revendue ou faire tout de l'animal qui des sert. vêtements, ouais, La laine, évidemment, pour le feutre, les yourtes, ouais, les vêtements et la peau, ils en font des cordes, ils la font sécher, enfin, ils se servent ouais, de tout. de tout, ouais. C'est assez impressionnant à observer. Et c'est vrai que ça peut peut-être surprendre et parce qu'on n'a pas l'habitude, mais j'aime bien quand même qu'avec, voilà, tous ces invités que je reçois où on aborde des cultures quand même assez, voilà, nomades, des peuples, avec beaucoup d'origines, enfin des peuples autochtones et ainsi de suite. On voit qu'il y a une approche complètement différente avec l'animal qui est très respecté, qui est vraiment sacré. Donc, je suis contente qu'on puisse, le rappeler là aussi. Et peut-être là parler d'une autre famille qui a joué un rôle, très important dans votre vie et dans votre aventure, la famille de Timour. Puisque donc là, c'était la famille de Mérim, mais il y a eu aussi la famille de Timour parce que comme on le disait, vous avez voulu expérimenter le Kirghizistan sous toutes ses saisons et donc vous avez même fait un film de l'hiver, dans ce pays et donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de voilà, cette rencontre avec Timour qui a commencé parce que voilà, vous vouliez partir en expédition à cheval vers le lac Sonkoul qui était gelé. Et là aussi, en fait, vous avez trouvé une deuxième famille. Une troisième famille, en fait. Une troisième famille en comptant la nôtre quand même. Voilà, c'est ça. Mais ouais, alors ouais, Timour, l'histoire a commencé en hiver 2024 et on parle à Timour parce que effectivement, on veut expérimenter le lac glacé de Sankoul au cœur de l'hiver. Et on parle à Timour et on lui dit, bah écoute, peut-être qu'on pourrait partir avec toi. Quand c'est que tu penserais que ce serait possible, on sait qu'on peut venir te rencontrer chez toi. Et Timour nous dit juste à ce moment-là, donc il nous connaît pas du tout, on parle juste par message, et il nous dit, écoutez, venez chez moi et ensuite on verra. Et on lui dit: «D'accord, c'est juste qu'on veut pas s'imposer chez toi, enfin, voilà, sinon on peut peut-être louer quelque chose, dans ton village et puis voilà». Et lui, il nous dit: «Non, non, venez chez moi, peu importe le temps que ça prendra, peu importe le temps que vous resterez, ma maison, c'est votre maison». Il nous dit juste ça et vraiment ça. Et je me souviens quand on lit ce message, on est dans un bus, je crois, ou je sais plus où et j'ai trouvé ça pourtant ça fait déjà plusieurs, mois qu'on est au Kirghizistan et je trouve ça à ce moment-là encore incroyable qu'un inconnu dise à 2 autres par message, «Vous posez pas de questions, juste venez chez moi et restez le temps que vous voulez et on verra pour la suite». Et donc voilà, on rejoint Timour, et sa famille, chez eux. On arrive sans aucun plan, sans savoir, ce qui nous attend. Juste c'est l'hiver et on est dans son petit village et on est trop contents et ils nous accueillent, comme des membres, de la famille, sans se poser de questions. Ils ont organisé un grand repas pour nous, le soir parce qu'ils veulent qu'on soit contents d'être là et voilà, on partage ce premier repas tous ensemble. C'est l'anniversaire du petit frère de Timour, sans être fait exprès, on partage aussi l'anniversaire du petit frère, ce soir-là. Je précise, mais ils nous donnent quand même une chambre à tous les 2 avec, Ils nous un donnent lit leur temps. chacun. Ils nous donnent leur chambre parce que c'est quand même, une maison qui a toutes les pièces qu'on a par chez nous, mais par contre niveau chambre, c'est quand même soit des familles qui dorment, soit ensemble ou voilà avec Mmh. les parents séparés, mais eux, ils sont 3 frères, donc les 3 frères souvent dorment ensemble. Bon, Timo est le Parce que plus ça âgé donc c'est une famille donc qui est nomade et l'été, ils dorment ils dans sont leur ensemble, yourte ouais. et l'hiver, ils ont leur maison d'hiver dans ce village. Mais ils gardent quand même le principe, les codes, le mode de vie des yourtes, c'est-à-dire, dormir un petit peu tous ensemble, tout ça. Ouais, donc nous, on a quand même une chambre et pendant que les Mmh mh. petits frères et voilà, dorment sur des matelas, à même le sol dans leur «salle à manger» entre guillemets, mais ça, c'est une pratique assez courante en est Mmh. centrale, hein, mais on a quand même ce privilège d'avoir une pièce rien que pour nous et une chambre et du coup, c'est très gentil de leur Voilà. part de nous mettre ça à disposition parce qu'on sait pas combien de temps on va rester, on était C'est libres ça. donc C'est ça et voilà, il y a tout un quotidien qui va venir s'installer, hyper naturellement, finalement, sans aucun plan ni rien, avec eux, chez eux et on va passer, longtemps finalement à partager, leur vie, chez eux.
Un quotidien, vraiment, mais tout simple parce qu'en fait, l'hiver, vous pouvez m'imaginer que dans ces pays où ils vivent principalement de l'élevage, voilà, l'activité est quand même un peu plus ralentie donc voilà, nous, ce qu'on fait, c'est juste, qu'on veut participer à ce quotidien un peu plus «doux» entre guillemets, de façon la plus simple possible en pouvant leur rendre service pour illustrer, le matin, on se lève, ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse, les crottes qu'ont laissé leurs chevaux dans leur jardin, parce qu'après eux, ils vont l'utiliser comme, pour du compost ou autre, l'été prochain. Donc voilà, on ramasse le fumier d'un peu des chevaux, on aide à un peu justement à les chevaux pour aller boire, pour aller manger, tout ça. On les aide s'il y a des réparations à faire. Enfin vraiment, on vit des choses, comme eux ils font. On joue aux cartes, on prend nos repas, tout doucement et voilà, c'est un quotidien tout doux qui s'installe juste naturellement et ça fait juste du bien aussi de faire quelque chose une tâche entre guillemets «très simple», poser un peu le cerveau et juste, suivre aussi, un mode de vie qui est un peu différent du nôtre habituellement ouais. Et je suis assez curieuse, je me demande, là justement quand vous avez tous ces repas avec ces familles, donc il y a quand même cette barrière de la langue, même si des fois donc vous tombez quand même, pas mal dans des familles où il y a soit voilà un frère ou une sœur, ou un oncle, un cousin qui parle, assez bien anglais. Est-ce que vous avez eu des moments où vous avez pu aborder peut-être des questions assez, philosophiques? Je sais pas, est-ce que vous leur avez parlé de valeurs, d'amour? Est-ce que des fois il y a des petits échanges comme ça qui vous ont marqué avec eux? Je dirais que c'est davantage, par rapport au mode de vie, parce Ouais. qu'on a des modes de vie tellement différents et nous, on est curieux de connaître, leurs ressentis justement on leur dit: «Bon, mais là, c'est l'hiver, tu es dans ta maison en dur, est-ce que tu es content ou est-ce que tu préfères, l'été quand tu es dans la yourte et en pleine nature?» On aime bien recueillir leur avis par rapport à ça et moi, ce qui me vient de suite, à l'esprit, c'est plus autour justement de cette notion de vivre un peu, quand tu es nomade, de vivre avec, les ressources, avec ce qui Mmh. t'entoure et tu fais avec ce qui t'entoure et tu cherches pas à adapter les choses pour que ce soit, autrement. Eux, par exemple, ils tuent leurs animaux, ils mangent, la viande, qu'ils élèvent, en fait et on leur, et souvent ils tuent les animaux devant nous d'ailleurs. Et souvent, c'est des moments où, nous, si on a commencé un petit peu à filmer avec eux ou autre, on leur dit, «Bah, tu vois ça, je vais pas le filmer directement parce que, beh, en Europe, ça pourrait choquer de voir des images comme ça où l'animal, se fait tuer» et et souvent, ils sont hyper surpris. Ils me disent: «Ah bon, mais pourquoi?» Parce qu'eux, depuis qu'ils sont petits, ils voient, les parents prendre la brebis et la tuer et voilà et c'est normal parce qu'après, ils vont manger cette viande. Donc c'est normal qu'ils voient le processus et donc on leur explique qu'en France, c'est très différent, que tout ça, c'est assez caché finalement et puis que de toute façon, les gens en général, ils élèvent pas les animaux qu'ils mangent, que c'est plutôt des très, très grands troupeaux et qu'ensuite ils vont dans des abattoirs et ça, cette notion d'abattoir aussi, ça je me souviens de Mmh. la première fois où on en a parlé aussi avec la famille de Mérim et ils étaient, choqués en fait. Ils étaient choqués que des endroits, comme ça existent, eux qui sont éleveurs et qui vivent dans leur yourte, dans leur montagne, toute l'année et ils nous disent: «Mais c'est quoi?» Et on leur dit: «Beh, c'est des grands endroits où on envoie énormément d'animaux, et voilà, c'est quelqu'un d'autre qui les tue, en gros». Donc voilà, c'est vrai que ça fait prendre beaucoup de recul aussi sur toi, tes propres pratiques, ton mode de vie. Ouais. Donc moi, ça c'est quelque chose, qui m'est resté, ce genre de discussion. Ouais, moi, ce qui me revient, c'est surtout les notions aussi un peu ça peut être, mais un peu du bonheur ou alors du confort qu'ils ont aussi et souvent quand on leur demande, bah, voilà: «Est-ce que vous aimeriez avoir plus de choses ou autre?» En fait, ils sont vraiment quand même souvent assez, heureux avec là ce qu'ils ont actuellement et ça veut pas dire qu'ils veulent plus ou autre, c'est juste qu'en ce moment, on a souvent des familles qui nous disent qu'ils sont quand même, voilà, la famille de Timo était quand même hyper heureuse là de leur maison, de ce qu'ils Mmh. ont et de suite, ils sont pas du tout à nous dire, «J'aimerais avoir, ça, ça et ça, là, là». Je pense que leur centre d'intérêt ou leur niveau de bonheur, se met sur des échelles qui sont un peu différentes, de nos codes, on va dire et donc voilà, ça fait juste du bien de voir des gens, juste, voilà, heureux dans tout ce qu'ils font, dans ce qu'ils ont aussi. Puis le lien avec la famille est quand même assez marquant, je trouve, ils sont quand même très, très liés entre eux, ils ont besoin chaque membre de la famille a besoin l'un de l'autre un peu pour dans leur quotidien, donc ça, c'est des choses qui font du bien, qui centrent un peu, les relations aussi humaines notamment côté famille. Ouais, ils sont toujours heureux, contents de parler de leurs frères, de leurs tantes, puis un grand respect en plus des membres, plus Oui, âgés de la famille aussi, donc ouais. voilà, entre frères, il y a un respect sur le plus grand.
Après, il y a le respect des parents, des grands-parents et ça fait du bien aussi à entendre et à voir surtout les gestes qu'ils ont envers eux, Mmh. ça fait vraiment du bien, ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport au bonheur parce que encore une fois, je pas que je veuille regrouper des cultures ou quoi que ce soit, mais dans ces peuples qui sont un peu plus nomades, les peuples autochtones, j'ai l'impression en fait qu'il y a pas cette quête du toujours plus, où en fait ils vont être vraiment contents de ce qu'ils ont et ils vont pas chercher à vouloir plus. Tandis que j'ai l'impression peut-être dans notre culture, c'est on va être beaucoup à rêver plus grand, à vouloir plus de ci, plus de ça et qu'en fait ils se contentent de ce qu'ils ont en fait dans ces cultures-là, j'ai l'impression. Mouais, bon après pour le Kirghizistan, je dirais que, hem, évidemment, il y a tout ce qui est en rapport avec la culture nomade, de vivre dans la nature et tout ça et de souvent dire que les gens sont heureux avec ce qu'ils ont. Je dirais que quand même pour nuancer, la société de consommation, elle est beaucoup plus présente en Oui, France et en Europe, mais elle est présente aussi là-bas, exactement. chez les nomades, ils Mmh. connaissent les derniers modèles d'iPhone, enfin Ouais, et c'est ils ont tout. envie d'en avoir un, enfin voilà, il y a pas de c'est pas, un endroit aussi reculé ou des gens aussi coupés du monde qu'on pourrait l'imaginer, Ouais. pas du tout même. Mais je pense par contre que, toujours par rapport à cette question sur ce qu'ils préfèrent entre vivre dans leur maison avec, tout le confort l'hiver ou être, dans leur yourte, l'été. Du coup, est-ce que c'est pas dur de quitter un confort Mmh. pour justement vivre un petit peu «de rien» entre guillemets, dans une yourte, vivre, juste avec ce que tu as autour de toi? Et en fait, ce qui ressort, c'est que, ils ne ressentent pas ce manque du confort ou des appareils, de l'électroménager ou autre, Mmh. parce qu'ils disent que les moments où ils sont dans les yourtes, c'est aussi des périodes de l'année et de leur vie où ils vivent, profondément en harmonie avec la nature et ce sentiment, là, en fait, c'est ça qui leur suffit et à ce moment-là, ils ont pas besoin de ça leur apporte, naturellement un bonheur et ça suffit en fait parce que c'est un vrai bonheur et ensuite, ben voilà, l'hiver il change et ils retrouvent, une autre source de bonheur et ça leur va aussi. Forcément aussi, ils aspirent à des conditions de vie aussi des fois qui sont meilleures, on va pas se le mentir. Pour certains éleveurs, les conditions sont très dures toute l'année. Donc voilà, Mmh. ils aspirent quand même aussi à avoir des fois un peu d'aide ou voilà, juste avoir des choses un tout petit peu plus, pas forcément à avoir, la grande villa, ça c'est sûr, mais juste dans leur quotidien, pouvoir continuer à le faire, mais dans des conditions qui leur conviennent à 100. Ça, c'est ce que beaucoup souhaitent aussi parce que voilà, ils sont aussi touchés par l'inflation, par la hausse des prix sur plein de choses. Donc voilà, ils sont contents, mais comme tout le monde, comme nous aussi, ils espèrent toujours aussi un petit peu plus, un petit peu mieux entre guillemets pour eux et surtout pour leur famille. Oui et merci beaucoup d'avoir, permis de nuancer ces propos-là et justement de parler de ces 2 modes de vie, ça me fait penser à donc la transhumance et pour nous expliquer, cette fameuse transhumance, encore une fois, on revient à la famille de Timur, parce que donc là, vous avez passé l'hiver avec eux et vous leur aviez fait cette promesse de revenir pour les aider avec, cette fameuse transhumance. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer? Ouais. Ouais, et donc là, comme on l'a expliqué, c'était une période bien particulière de l'année qu'on a partagée avec eux, c'était l'hiver. Et donc il y a bien arrivé un moment où on a dû partir et en partant, on s'est évidemment promis de se revoir et on leur a dit: «Quand on se reverra, peut-être que ce sera au printemps et on viendra avec, notre maison, c'est-à-dire notre 4x4 cellules et on sait, à quelle période de l'année, ils bougent à peu près et on leur a dit: «On vous promet qu'on viendra et qu'on vous aidera pour, votre transhumance». On sait que c'est une période, qui peut paraître, c'est peut-être un événement qui peut paraître cool à vivre pour nous, mais pour eux, c'est quand même un sacré challenge à chaque fois et c'est beaucoup de travail, beaucoup de fatigue. Donc voilà, on savait que ce serait, tout bonus de les retrouver, de partager des moments ensemble de nouveaux moments ensemble et de les aider pour cette fameuse, transhumance et donc la transhumance pour eux, ça dépend des nomades, ça dépend des pays aussi parce qu'en Mongolie, ils ont tendance à bouger beaucoup plus souvent, des fois tous les 2 mois ou les 3 mois. Au Kirghizistan, c'est plutôt 2 fois dans l'année pour généraliser et c'est pour ça qu'on emploie souvent le terme d'ailleurs semi-nomade pour, les Kirghizes et pas, nomades si on veut être exact donc 2 fois dans l'année, au printemps et à l'automne. Ils changent d'endroit pour vivre ils amènent, tout leur yourte, tout ce qu'il faut pour monter, leur campement, dans les montagnes au beau jour quand, la neige est partie. Voilà, pour s'installer, pour Mmh. passer l'hiver là-haut, pour amener leurs animaux, évidemment, c'est la raison première, pour qu'ils puissent, pâturer avec, une herbe toute fraîche et prendre, plein de nouvelles forces pour, ensuite, passer un nouvel hiver, plus bas dans les montagnes.
Et donc ça a dû être quand même une sacrée expérience parce que donc vous les avez accompagnés tout au long de cette transhumance avec, cette espèce de d'engin, sorti tout droit de l'ère soviétique avec c'est pas un 4x4 mais un 6x6, enfin je sais même pas comment on C'est explique ça. ça et où du coup vous avez appris à démonter, remonter une yourte, enfin c'était quelque chose de vraiment intense et puis là vous étiez vraiment au cœur de leur quotidien, de leur culture. C'est pas quelque chose que voilà, que les touristes sont amenés à faire ou quoi que ce soit. Là, ouais, c'était un très gros plongeon dans la culture kirghize, Ouais, pour ah ouais. le coup. Et oui, ce camion, donc c'est drôle parce que c'est un très, très vieux, camion de l'ère soviétique et c'est pas un camion, c'est un monstre vraiment. Le premier jour où on le voit arriver, ça fait vraiment un monstre, d'acier capable de transporter, plusieurs yourtes et tout le matériel qu'il faut et nous sur son dos et c'est un très vieux camion, mais pour eux, c'est assez nouveau finalement de faire comme ça parce qu'il y a encore quelques années, c'était, encore avec, les chevaux, voire les chameaux pour si on remonte encore, un peu plus loin. Donc là, pour eux, c'est la solution, très, high-tech de faire ça avec, ce vieux camion, russe. Donc voilà, il y a aussi, donc évidemment tout le voyage avec, ce camion, à travers les montagnes, c'est plusieurs, heures. En tout, c'est une journée. C'est, assez mémorable, on C'est va dire. et C'est épique. On part très tôt le matin. Enfin, ouais, là, il fait encore nuit quand on part et on va tout passer. On va passer des rivières, on va passer de la boue, on va passer des pentes, qu'on n'aurait jamais pensé que ce gros camion puisse grimper et jusqu'à arriver à leur campement d'été et là, à partir de là, c'est un énorme travail qui va prendre, toute une journée, supplémentaire et où il faut qu'on construise le nouveau camp où ils vont vivre et donc au total, c'est 6 yourtes donc c'est quand même énorme, sachant que, ça prend environ, 2 heures, je dirais, par ça yourte. dépend. Si c'est Timour, ça prend 2 heures. Mais non, je rigole. En vrai, normalement, ils nous ont dit les Kirghizes, un expert des yaourts, en 45 minutes, c'est monté. Ouais, on va dire 1 heure vraiment de Ouais, A à quand Z, ça du veut dire début à la fin. Il y ouais. a toute une phase de tâtonnement parce que, c'est pas comme les yourtes en Mongolie, il y a pas 2 poteaux centraux pour, soutenir le toit de la yourte. En fait, c'est vraiment une armature, en cercle qui vont déplier et ensuite il y a ce fameux, tiunduk et il faut l'élever à l'aide de bâtons et il faut qu'il soit placé exactement au milieu du cercle parce que sinon, au fur et à mesure, on va mettre tous les bâtons qui joignent, la structure circulaire au tiunduk et à un moment, bah, s'il est un petit peu trop décalé à droite ou un petit peu trop décalé à gauche et bah, les bâtons, ils ne sont pas extensibles donc tout simplement, Je ils ne pense pourront ça, pas ouais. rentrer. Donc il y a toute cette phase de tâtonnement pour essayer de trouver l'espace, la mesure idéale Mmh. et ensuite il y a beaucoup de couches différentes en fait, de feutres, de couvertures étanches aussi et il y a énormément de cordages, de nœuds dans tous les sens. Ouais. Donc voilà, Enfin, de 1 à franchement, 2 heures pour la taille des yourtes aussi. je pense qu'on était une petite, dizaine, mais il en fallait pas moins Ouais. pour pouvoir tout faire, ouais. Donc oui, c'était vraiment un événement incroyable, cette transhumance, quelque chose de très technique. Et même en fait, si on conclut un petit peu cette rencontre et tous ces événements passés avec la famille de Timour, c'était vraiment intense et puissant parce que même avant de vous être lancé dans cette transhumance, de les avoir retrouvés, vous avez pu leur montrer le film que vous avez fait justement de cet hiver que vous avez passé avec eux. Et il me semble qu'ils vous ont fait un cadeau inestimable à ce moment-là. Oui, Ouais, c'est c'était vrai que c'était assez drôle parce que du coup, on est revenus les voir, tout contents parce qu'on s'est dit: «Ouais, pour une fois, c'est nous qui allons, leur faire des surprises et leur offrir des petites choses et tout ça». Parce qu'on avait regroupé, voilà, plein de petites choses on avait pu préparer tout ça à l'avance. Donc, on avait imprimé, une jolie photo, on avait le film évidemment, à leur montrer, en mode petite séance, de cinéma privé et on avait, plein d'autres petits cadeaux, de choses de qu'on force, savait ouais. qui leur feraient très plaisir. Donc on était tout fiers d'arriver avec ces cadeaux-là et on leur a offert ces cadeaux. Sauf que, ils nous ont fait un cadeau effectivement auquel on ne s'attendait pas du tout et qui a dépassé de loin tous les petits cadeaux qu'on était contents de leur offrir. Ouais.
c'est ouais, ça qu'ils nous ont un peu pris au dépourvu. Ah, ils nous ont pris de On était dans court, notre carrément. quotidien, ils sont venus là tous, bien habillés, gentils et tout autour du 4x4 et nous on était, en train de faire de la mécanique ou je sais plus, faire des trucs ou de cuisiner et on s'est dit: «Ah ils ont une surprise, ils veulent nous annoncer quelque chose». Donc on sort et là, ils nous disent, enfin Timo nous dit parce qu'il parle très bien anglais, il nous dit qu'ils ont été très touchés par les moments passés ensemble, par les personnes que nous sommes, qu'ils sont contents d'avoir vu un visage du Kirghizistan, que le fait d'avoir fait un film sur eux, leur village et le Kirghizistan en général, ça les a beaucoup, beaucoup touchés et qu'ils savent qu'on porte un amour un peu particulier à ce pays et qu'on compte, y rester, y revenir, assez souvent, ouais. Donc ils ont décidé de nous offrir, un poulain. Un de leurs chevaux. Un de leurs chevaux, parce qu'il y a leur jument qui a mis bas, quelques mois auparavant. Ils ont plusieurs juments et donc ils nous ont dit: «Bah, il y a une de nos meilleures juments qui a eu un petit poulain, cette année. Mmh. Il est là, ça y est, il est déjà là-haut dans les montagnes en train de grandir et ce poulain, il sera pour vous et Mmh. du coup, vous pourrez, aller le voir parce qu'il est, autour du lac Soncoul là avec sa maman en ce moment et on va monter ensemble et vous allez aller le voir et ce sera le vôtre». Voilà. Et là, gros silence. Gros silence parce que Vas-y, vas-y. Non, en tout cas, même moi, je ressens l'émotion, alors que voilà, l'histoire, je la connais, je l'ai vue et j'arrive à percevoir aussi votre émotion, encore de la raconter parce que en plus, la façon qu'ils ont de vous l'annoncer, on voit qu'ils sont en larmes, en fait. En vous l'annonçant, on voit que tout le monde est pris par l'émotion et on sent que, voilà, que ça vient du cœur, ce qui vous cette surprise. Ouais, carrément, c'est un très grand moment d'émotion, pour tout le monde. Quand ils nous annoncent ça, il y a un gros silence et moi, je crois que je suis déjà en train de pleurer parce qu'on mesure aussi, l'importance, du cheval dans la culture kirghize. On commence quand même à connaître un petit peu leur code et on sait qu'offrir un cheval, c'est considéré comme le cadeau la plus grande marque de respect prestigieux. que tu puisses, montrer à quelqu'un et cette famille-là, ils sont éleveurs de chevaux, donc c'est les leurs et une seule fois dans leur vie, ils ont offert un cheval à quelqu'un et ils l'ont offert à la femme de Timour pour le mariage et tout ça, on le sait à ce moment-là quand ils nous annoncent ça et on mesure en fait l'honneur qu'ils nous font avec ce cadeau Mmh. et c'est juste, c'est lunaire comme moment, on s'y attendait pas du tout. Ils nous prennent carrément de court et voilà, on pleure juste d'émotion de ressentir tout ça, de ressentir aussi tout le cœur qu'ils ont mis, derrière ce cadeau parce que Timour, il parle anglais, donc il traduit pour toute la famille. Mais quand il explique, son père, il comprend et son père, c'est lui l'éleveur de chevaux à la base et lui, il est déjà en train de pleurer aussi et Ah ouais, voilà, c'est, c'était tellement fort. très bon C'est vent, On très pleure fort, mais là, facilement, hein, je pense devant les gens, mais alors là, c'est c'était possible. impossible de s'arrêter. Mais oui et puis même, je repense, moi, il y a plusieurs moments dans vos vidéos où, j'ai pleuré, notamment celle sur YouTube, parce que j'ai l'impression de regarder l'émission, Rendez-vous en terre inconnue. On voit que, voilà, quand vous dites au revoir à certaines familles, c'est quand même un petit peu un déchirement, même si, voilà, pour certaines, vous leur dites clairement: «On va revenir» et c'est pas des paroles en l'air et c'est vrai que cette vidéo et même que d'en reparler avec vous, voilà, moi aussi j'en ai les j'en ai les larmes aux yeux et concrètement, du coup, comment ça s'est passé après? Donc vous avez découvert ce poulain, vous allez avoir des nouvelles, vous allez venir le revoir? Ouais, ouais, on en a régulièrement d'ailleurs. Donc on a découvert c'était très chouette parce qu'on a découvert, à la fin de la transhumance, à l'endroit où on Construire, a ouais. construit les yourtes et je pense que je souviendrai toute ma vie parce que c'était la fin de journée. Il y avait les belles lumières du coucher de soleil et on était en train de finir les dernières, yourtes. On était même en train de peindre la dernière yourte avec Timour et donc Songkul, c'est un endroit vraiment, sublime où il y a les montagnes qui viennent, comme ça doucement, tomber, sur le grand lac. Tout est vert et couvert de fleurs à ce moment-là et là, des montagnes, je vois descendre au galop un troupeau de chevaux pour, rejoindre, les bords du lac et c'est beau, c'est juste magnifique comme tableau avec les lumières du coucher de soleil et je m'arrête de peindre et je fais: «Oh, waouh!» et en lui faisant signe de regarder. Donc Timur, il regarde les chevaux sans rien dire et il se retourne vers moi. Il me dit: «Tu trouves ça beau?» et je lui dis: «Oui, c'est magnifique». Il me dit: «Bah, il y en a un qui est à toi»
et voilà, et en fait, c'était ce troupeau de chevaux qui arrivait, c'était le troupeau de Timur, et dedans, il y avait notre petit poulain que voilà, qu'on connaissait pas C'est pas encore, encore, ouais. et donc il m'a dit: «Beh, voilà, ils sont arrivés, donc venez, on peut aller les voir». Voilà. Incroyable cette histoire. Ouais, Et voilà, est-ce que vous pouvez nous partager peut-être les grands enseignements que vous retenez de cette culture et de ce bout de votre vie au Kirghizistan? on va faire simple, mais en gros, pour, le Kirghizistan a répondu à toutes nos attentes. On en avait quelques-unes, c'est vrai, mais en fait, ça a même carrément dépassé tout ce qu'on imaginait et quand on est arrivé là, à l'été 2024 et beh, on avait plein d'idées en tête, plein de choses qu'on voulait voir expérimenter et du coup, là, on est maintenant en hiver 2025 et on va retourner encore au Kirghizistan en 2026. On a notre poulain là-bas, on a nos familles qui sont là-bas et rien que de dire tout ça, en fait, c'est déjà l'aboutissement concret de ce que nous, on veut quand on voyage. J'ai fait que le répéter, mais de voyager lent, de prendre son temps et de pas dire au revoir aux gens, mais de leur dire à bientôt. Et bien, en fait, c'est toute cette philosophie de voyage qui a déclenché, je pense, tout ce dont on vient de parler, à savoir ces rencontres, ces moments et notamment maintenant, ce cadeau-là avec un poulain offert au Kirghizistan, pour nous, c'est le point d'honneur à toute cette philosophie de voyage et tout ce qu'on promeut un peu sur les réseaux depuis maintenant, plus de 7 ans. Et en fait, on se dit juste que, ouais, c'est indescriptible, c'est unique, mais en même temps, c'est sans le vouloir, on a déclenché un peu tout ce qu'on voulait Mmh. et c'est juste fou. C'est ça nous faç vraiment, ça nous fascine de voir, comment les êtres humains peuvent s'interconnecter ensemble et peuvent avoir ces relations de confiance, de générosité, tout ça, c'est toujours aussi passionnant et c'est quelque chose Très qu'on inspirant. très inspirant, c'est quelque chose qu'on veut explorer un peu partout, mais là, clairement, le Kirghizistan a vraiment dépassé toutes ses limites Mmh. et c'est un pays maintenant auquel on est attaché, voilà, avec ces personnes, avec, ce cheval et aussi, maintenant on veut nous développer quelque chose, dans ce pays et pouvoir lui rendre honneur à notre manière avec, d'autres types de projets, d'autres images, voilà, commencer pourquoi pas emmener des gens, sur place, à le découvrir avec nous, à travers nos yeux, à travers les gens qu'on a rencontrés. Ça, c'est des projets qu'on a et je sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur un peu cette culture, comment elle nous a un peu bousculés, mais je Ouais, bousculer, c'est c'est qu'à ces mots quoi, un c'est le peu. mot. C'est, je dirais que ça nous encourage à continuer dans cette philosophie de se laisser porter par, ce qu'on ressent au plus profond de nous, en Ouais, fait. Écouter, savoir s'écouter, et essayer de suivre ça, toutes ces petites, intuitions ou attirances, parce que le Kirghizistan, on l'a rejoint, on savait pas exactement pourquoi, mais on savait juste qu'il y avait quelque chose de très fort qui nous attirait là-bas, et on a suivi, en fait, ce sentiment-là, et là, il s'est passé, là, on est en train de le résumer et je m'en rends compte d'autant plus, il s'est passé quelque chose de totalement imprévu. C'est qu'on a une vie qui a commencé à se construire là-bas, qu'on a trouvé des choses et des des gens, qui aujourd'hui font partie de notre vie et qui, je l'espère, en feront partie, le plus longtemps possible. On a l'impression, la sensation d'avoir trouvé un nouveau chez nous, et ça, c'était pas du tout prévu. Mais voilà, c'est comme ça que les choses, s'alignent, s'installent, et on a juste envie de les laisser faire et voilà, de continuer, de laisser cette petite, magie, opérer. ouais, tout et puis voilà, tout en restant nous-mêmes, en ne changeant rien aussi parce que voilà, il y a 4 ans, on était au fond avec, ce 4x4 qui était en 1000 morceaux et on rêvait de tout ça. On rêvait aux gens, qu'on leur disait qu'on va le reconstruire et partir en Asie centrale, partir à la rencontre de ces peuples. On en rêvait, même si c'était très dur et on n'a juste pas lâché. On a continué à croire à ce qu'on voulait faire, à ce qu'on faisait et ça nous a amenés ici donc juste aussi pour dire à ceux qui nous écoutent que s'ils ont des projets, qui sont convaincus par, ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils sont en train de faire, de surtout pas lâcher, que ça peut mener à des chemins dont on n'imagine pas, je pense, la longueur qu'il peut avoir donc voilà, c'est assez fort. C'est assez fort quand et le voyage, je pense, va continuer encore à nous bousculer comme on disait, mais ça, on se laisse voir. On planifie rien maintenant et on se laisse porter par, là où notre 4 voudra nous continuer à nous mener. Oui, parce qu'en fait, vous saviez que vous alliez passer par le Kirghizistan, mais vous ne vous étiez loin d'imaginer que de un, vous alliez y passer autant de temps. Enfin, vous saviez que vous alliez prendre votre Mmh temps, mh. mais de là à autant y revenir, y passer autant de temps, vous attacher à autant de familles, ça, c'était pas vraiment, prévu. Non, non, totalement imprévu, et d'ailleurs, on n'a jamais prévu de date, d'arrivée pour le Japon. Mais là, on a
complètement, changé le programme en se disant: «En fait, on va prendre encore plus de temps en Asie centrale, on va rester encore plus longtemps» et c'est ce que je disais tout à l'heure de se laisser porter par voilà des ces sentiments qui sont, assez forts cette petite chose qui te dit que tu es en train de faire ce que tu dois faire, en fait, ce que tu es censé faire et on va se laisser porter par ça parce que, le plus important, c'est ce qu'on ressent et pas cette idée de départ de Japon en lui-même. Il viendra, quand il viendra et le Mmh. plus important, c'est l'histoire qui s'écrit entre. Et peut-être toucher deux trois mots sur ce style de vie, en fait, que vous avez qui est quand même, assez particulier et je suis sûre que l'audience aurait, plein de questions à vous poser parce que, voilà, maintenant vous avez pas de limite, pas de date de retour et peut-être aussi expliquer aux gens que, c'est pas tout beau tout rose, que ça a un prix aussi parce que vous faites, des concessions. C'est pas juste, voilà, on les voit sur les réseaux, ils vivent leur meilleure vie. Non, qu'en fait, c'est votre travail. Alors là, Ouais, tu l touches un tu point, fais là, c'est un point qui me fait vraiment plaisir à entendre parce qu'on reçoit souvent, «Vous avez de la chance», «Vie de rêve» ou «Vous vivez votre meilleure vie» et tout ça, il faut vraiment qu'on fasse un podcast, que sur ça si tu veux, mais il faut vraiment qu'on casse un peu tout ça aussi parce que, on vit pas notre meilleure vie, on vit la vie qu'on s'est choisie et nous, elle nous correspond. Elle nous correspond sur beaucoup, beaucoup d'aspects, comme elle ne pourrait ne pas correspondre, je pense, à beaucoup de gens qui pourraient l'entreprendre et que les contreparties qu'on a et beh, déjà d'une, on s'est laissé créer nous-mêmes parce que c'est nous qui avons là choisi notre mode de vie, qui avons choisi entre guillemets «notre métier» parce qu'on s'est lancé à notre compte il y a 5 ans, voilà, comme 2 grands en auto-entreprise et que voilà, en fait, nous, on se considère juste chanceux d'être ensemble, d'avoir trouvé le partenaire, ou la partenaire pour avec qui partager tout ça et avec qui on peut, construire ces projets-là. Mais par contre, tout le reste, on se le doit qu'à nous-mêmes et tout ce qu'on a construit, on se doit aussi qu'à nous-mêmes parce qu'avant, on avait eu des CDD, des CDI, des situations entre guillemets «confortables» ou autres. On a tout quitté pour partir en sac à dos. Ensuite, on a tout arrêté pour se lancer professionnellement dans l'image, dans la photo et la vidéo, des heures et des heures sur, des idées, des projets, de la création de contenu, partager des fois des choses qui, voilà, qui nous plaisent à nous. On sait pas si ça va plaire aux gens, mais voilà, on y croit quand même. On fait ce qu'on a envie, on fait ce qui nous plaît et voilà, beaucoup d'heures de travail. Donc, à côté de ça, on vit sur la route. C'est vrai qu'on se génère nos propres revenus, en travaillant sur la route. C'est un choix de vie et de voyage aussi qui peut ne pas plaire à beaucoup de gens parce que, comme on dit, nous, des fois, c'est 50-50 sur un mois de voyage. Il y aura peut-être 50 du temps, ça sera du travail, peut-être 50 de voyage, des fois, peut-être ça sera 70-30, ça peut évoluer sur plein de choses. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui peut ne pas plaire à quelqu'un qui veut juste profiter à 100 et partir et voilà et c'est un fonctionnement qu'on essaie de trouver, qu'on peaufine parce que c'est pas simple, en plus d'être sur la route et d'avoir toutes les contraintes d'une vie nomade, d'une vie en 4x4 et d'une vie dans des pays, des fois, qui sont engagés à des saisons qui peuvent être difficiles comme en hiver ou comme ce qu'on est en train de vivre là, en ce moment en Mongolie. Voilà, c'est tout ça qu'il faut, entre guillemets, «imbriquer» et ça demande beaucoup de temps, beaucoup de discussions entre nous, beaucoup de patience parce qu'on vit quand même H24, depuis 2 ans et demi, dans un 5 5 mètres mètres carrés. carrés et que voilà, même si le jardin il est immense, l'espace intérieur il est, entre guillemets un peu petit, même si on l'aime beaucoup. Mais voilà, juste pour dire qu'il y a tous ces choix, on les a faits et qui, je pense, ne correspondraient vraiment pas à tout le monde, voire même à peut-être à 90 des gens. Mais qu'on se le crée et qu'on le fait fructifier, on continue à le développer au fur et à mesure de tous les jours et qu'il y a pas une journée où voilà, on entre guillemets, on ne travaille pas, où on n'a pas d'idée de partage, où Mmh. on ne prend pas l'appareil photo pour, «Ah ouais, ça c'est vraiment chouette à capturer» ou même développer notre œil aussi, notre créativité, tout ça. C'est toujours un process qui est un peu sans fin et puis, bah, les réseaux, c'est vrai que c'est prenant aussi. On est hyper content, genre, de la communauté qu'on a, de ce qu'on partage, on est super content. C'est beaucoup de choix aussi en ce mode de vie nomade, c'est beaucoup de prise de décision tout le temps. Il y a plein de choses à prendre en compte donc mais c'est trop bien, hein, c'est vraiment trop, trop bien. Mais voilà, c'est plein de contreparties qu'il faut juste réfléchir un peu en amont et avant de se lancer et aussi il faut pas idéaliser et s'éloigner un petit peu des fois de certains contenus qui malheureusement sont trop lissés, trop parfaits, encore plus avec, l'intelligence artificielle qui te lisse vraiment tous les bords maintenant donc voilà. Juste à prendre tous les paramètres à prendre en compte avant de se lancer à 100. Puis pour vos proches aussi, j'imagine qu'on vous pose beaucoup la question de: «C'est très beau, mais vous êtes, loin» et ça, il faut l'accepter aussi.
Ouais, c'est une des quand on parle de contrepartie, ça, c'est une des plus grosses. Ouais. Forcément, on est loin la plupart du temps de nos proches. Bon alors, être loin en 2025 et être, loin en 1860, c'est pas du tout la même chose parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus facile de garder le contact par, les visios, les messages, enfin voilà, il y a Mmh. énormément de moyens de communication, de continuer à se voir, même si ça n'équivaut jamais évidemment à se voir en vrai ou un vrai câlin ou autre chose. Ouais, il n'empêche qu'on ne perd pas, le contact, mais quand même, voilà, on ressent d'autant plus l'éloignement quand il y a des événements importants, Mmh. qu'ils soient, joyeux ou tristes. C'est les moments dans lesquels on le ressent le plus et où on culpabilise, aussi de nous être là à vivre notre vie, loin de tout ça et de Mmh ne mh. pas pouvoir être, là, C'est un moment spécifique, dans les ouais. moments importants. Mmh. Donc voilà, ça évidemment, c'est une grosse partie. Mais, c'est pour ça aussi que qu'on essaye, de temps en temps de retourner, en France. C'est un peu l'inverse, c'est être à l'étranger, c'est notre vie de tous les jours et quand on rentre en France, c'est un petit peu des vacances, on va dire. Mais voilà, aussi même si c'est 1 mois, c'est déjà, ça de prix, sur une année et voilà, on essaie de fonctionner comme ça, mais on s'est dit, jamais 2 ans sans voir nos proches, Non, c'est trop important. non, c'est trop important. Il y a trop d'étapes de la vie qu'on peut pas louper non plus, donc Bien sûr et bon, de toute façon, c'est ma spécialité de dire: «On conclut» et on conclut jamais, donc l'audience ne sera pas trop surprise. Mais, Maxime, tu touchais à un point, sur lequel j'avais vraiment envie de vous poser une question, puisque dans le podcast, encore plus sur les derniers épisodes, on parle beaucoup de transformation, intérieure, ces aventuriers qui partent et qui voilà, ça bouleverse beaucoup de choses, en eux. Comment vous arrivez, en fait, à avoir voilà, cette introspection à 2 en fait, pour pouvoir cheminer chacun et aussi ensemble, en fait? On apprend, énormément à se connaître. C'est un gros apprentissage sur soi-même, le voyage, je pense, parce que tous les jours, on est confronté à des environnements qui changent tout le temps, à des situations, imprévues, mmh mh. à des choses qui te font sortir de ta zone de confort. Donc, je pense que c'est ça, on apprend énormément, sur soi et on apprend, énormément, sur l'autre aussi. Ouais. Et donc, ça aboutit à on en apprend énormément sur nous 2, sur, notre relation, ce qu'on est capable de supporter, ou pas. Parce qu'on vit ensemble, on travaille ensemble aussi. Donc, c'est quand même pas rien et on apprend de tout ça. On voit ce qu'on est capable de faire et on voit ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas et voilà, ça nous permet de prendre énormément de recul sur nous-mêmes, sur, notre relation. Mais on apprend surtout aussi à beaucoup discuter parce qu'au final, si on discute pas, si on se dit pas les choses, si on met pas les certaines choses «à plat» entre guillemets au bon moment, bah, voilà, comme ça C'est fait des ça. petits espaces et que des fois, voilà, ça comme tu dis, des situations qu'on contrôle pas trop, mais Mmh ça mh. se passe vraiment bien. Je trouve qu'on commence à aussi à trouver vraiment notre rythme. Alors ça peut paraître long, mais au bout de Mmh. 2 ans et demi, On comme on a apprend tous dit, les jours. voilà, on commence à construire notre rythme aussi sur la vie professionnelle, nos plaisirs à côté. On a chacun, je pense aussi nos envies perso à côté, on en parle aussi, voilà, on a chacun des envies, particulières et même si on partage quasiment tout, bah, des fois, il y a juste une envie, de l'un qui est un peu à l'opposé de l'autre. Bon ça, complètement à l'opposé, ça arrive très rarement quand même, mais voilà, on a aussi des envies, qu'il faut qu'on mette sur de côté, Mmh. plus perso et après on se dit à un moment donné, quand cette envie perso, elle prend le dessus sur l'envie, globale du couple, ben, entre guillemets, comment faire pour qu'une des 2 personnes puisse atteindre cet objectif, sans que l'autre non plus, ce soit un gros problème aussi, Mouais. mais voilà, c'est vrai que ça, c'est un petit défi aussi à 2 de tout construire aussi personnellement et dans la vie de couple et d'aventure et encore plus maintenant, de travail aussi, Mmh mh. mais on y arrive en discutant beaucoup et Ouais, en c'est ça. planifiant un peu plus, ce qui était pas du tout à l'ordre du jour avant. Là, on commence un peu plus à planifier aussi, pour pouvoir aussi avoir un but chacun à moyen, long terme et pouvoir aussi avoir entrevoir quelque chose qu'on s'est planifié: «OK, je peux l'atteindre». L'autre, il est d'accord avec Mmh. ça, on en a parlé avant et ça nous aide aussi un peu à cheminer plutôt que de juste partir à l'aventure pendant des mois et pas trop savoir où tu vas. C'est ce qui nous aide un petit peu, c'est ce qui fait évoluer un peu, là nos prochains mois d'exploration aussi donc voilà. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être Delphine là-dessus?
Non, non, c'est résumé, voilà, je dirais que l'important c'est ça, c'est, de s'écouter, soi-même, Mmh. de savoir le formuler aussi parce que c'est pas toujours évident de savoir formuler, ce que tu ressens ou autre et surtout de savoir, écouter, l'autre et ça on a beaucoup appris, à le faire et on se rend compte que quand on le fait juste en respectant des petites règles, comme ça, toutes simples, mais en fait, 90 du temps, 95 même, tout va très bien donc voilà. Ouais. Mais là, en gros, pour conclure sur tout ça, les Maxime et Delphine que tu as devant toi, fin 2025 Ont beaucoup grandi. et bah, c'est pas les Maxime et Delphine qui ont entamé leur projet de reconstruction de GAT4 en octobre 2021 et encore moins les Delphine et Maxime qui sont partis, en mars 2024 donc c'est bon signe. Il y a plein de choses qui évoluent, qui changent, mais dans le bon sens donc c'est chouette. C'est vraiment chouette. Et qu'est-ce qui attend, Maxime et Delphine en 2026 du coup? Si vous voulez nous faire un petit peu de teasing, sur ce qui vous attend l'année prochaine? Pour la suite de votre voyage, parce que donc là vous êtes en Mongolie en ce moment? Oui, c'est ça, la Mongolie et la Mongolie, comme on le disait au tout début du podcast, c'est là où toute cette aventure a un peu commencé, où l'idée, a germé en fait de ce mode de vie, de voilà, du grand voyage. Donc c'était aussi un pays important et c'est aussi un pays où on a prévu de passer, beaucoup de temps, un peu à la manière du Kirghizistan parce Ouais, qu'on y est arrivé à l'automne et on a prévu, d'y passer également, tout l'hiver. ça On a commencera envie par ça, du d'expérimenter 6. le vrai hiver, on va dire. Donc on va passer les mois les plus froids de l'année en Mongolie. Donc c'est-à-dire, janvier, et février. Donc c'est comme ça que va commencer notre année et Après, est-ce qu'on se refait au fur et à mesure? Mais là, c'est vrai que c'est encore, dans les petits papiers, mais on sait déjà une chose, c'est qu'on retourne au Kirghizistan cet été, ouais. qu'on a plein de projets en tête et que voilà, ce qu'on peut te dire officiellement, c'est qu'on sera au Kirghizistan pour les World Nomad Games, 2026, l'été prochain qui arrive et ça, c'est un très, très gros projet sur beaucoup d'aspects là qu'on est en train de travailler donc ça, c'est dans les petits papiers et après, il y a encore pas mal de petites surprises, qu'on se laisse aussi. On se laisse toujours du temps pour nous, pour nos explorations, mais voilà, plein d'idées de projets, Kirghiz, Mongolie, Mmh. donc voilà, en gros, juste pour dire aussi que le Japon, ça sera encore, Encore sûrement ça 2026. sera encore sûrement décalé, mais c'est très bon, c'est vraiment bon signe. Vous allez prendre votre temps. Est-ce que je peux vous laisser le mot de la fin? Restez vous-même et croyez en ce que vous faites. Donc encore merci à tous les 2, merci pour votre temps et hâte de suivre vos prochaines aventures. Merci beaucoup, Merci à toi. À bientôt! à bientôt. Et ne partez pas tout de suite, promis, c'est pas une pub, je me répète, mais votre soutien est vraiment fondamental pour la suite des aventures de Good Visa. Alors si vous pouvez prendre une minute pour vous assurer que vous êtes bien abonné au podcast, que vous avez laissé, j'espère, 5 étoiles, et sur Apple Podcast, vous pouvez même laisser un avis, et sur Spotify, sur chaque épisode, vous pouvez laisser un commentaire, pareil sur YouTube et ainsi de suite. Vraiment, je compte sur vous. Merci du fond du cœur et je vous dis à très bientôt.